va passer à la dernière oratrice, qui est le professeur Judith Aron, qui travaille en nutrition ici à la Pitié-Salpêtrière et qui va nous parler, c'est justement probablement des analogues, des nouveaux médicaments dans la prise en charge de l'obésité et les perspectives. Merci Chloé, merci à tous. Voilà. Donc il y a pas mal de nouveautés, c'est une grande révolution qui s'opère dans l'obésité. Et donc je voulais vous parler de la place des nouveaux traitements, et avant de vous parler de ça, quand même vous rappeler qu'il y a eu des nouvelles recommandations sur la prise en charge de l'obésité sévère en juin 2022 qui placent le patient au centre de la prise en charge, bien sûr, multidisciplinaire, avec un certain nombre de personnes et de professionnels paramédicaux associés à ce soin. Les dernières recommandations proposent de classer la sévérité de cette obésité selon une classification toute récente, et il y a donc 5 stades de sévérité, et donc d'emblée je peux vous le dire, c'est les niveaux 2, 3 et 3B, c'est-à-dire les niveaux de sévérité les plus importants qui pourront relever de la prise en charge médicamenteuse. Et donc avant de traiter un patient, on fait une évaluation assez large des comorbidités présentes chez le patient. Je ne vais pas revenir dans les détails. Évidemment, en première intention, on propose une prise en charge nutritionnelle, donc à la fois sur l'alimentation, les signaux, l'activité physique. Et quand c'est insuffisant, alors en deuxième intention, on peut aborder la thérapeutique, ce qu'on n'avait absolument pas jusque-là, qui sont les médicaments. Et c'est un peu faux l'image que j'ai utilisée, puisque pour l'instant, il n'y a pas de médicaments oraux. Et l'alternative de tout ça, c'est la chirurgie bariatrique qu'on connaît bien évidemment. Donc, ce que disent les recommandations, c'est que le traitement médicamenteux de l'obésité, il relève uniquement des niveaux 2 et 3 de prise en charge, donc en pratique, le médecin spécialiste ou les CHU et centres spécialisés obésité. Et qu'on le donne en deuxième intention d'une prise en charge nutritionnelle bien conduite, puisque toutes les études qui ont démontré l'efficacité de ces médicaments, et je vais vous montrer les résultats, c'est toujours en deuxième intention et associé à des méthodes nutritionnelles. Après, pour le GLP-1, et c'est celui qui a l'AMM pour l'instant en Europe et en France, s'il n'y a pas d'effet, on arrête évidemment le traitement au bout de 12 semaines. Et puis, il existe évidemment quelques cas particuliers où on peut justifier de le mettre en première intention quand, par exemple, il y a une altération sévère de la fonction d'un organe, une insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, où les capacités de perte de poids sont extrêmement limitées. Donc les médicaments dont on parle, évidemment, c'est les analogues du GLP-1, mais j'ai choisi aussi dans la fin du topo de vous montrer les perspectives parce qu'il y en a de nombreuses. Donc je l'ai appelé liraglutide, en fait, c'est le liraglutide, mais dans les doses obésité, c'est à la dose de 3 mg. Et donc c'est des essais randomisés qui ont tous à peu près le même design, des patients traités sous liraglutide comparés au placebo. Et là, dans cette étude, ils avaient comparé à l'orlistat, qui est encore un médicament qu'on peut proposer aux patients, qui diminue l'absorption des graisses dans l'intestin et qui provoque une petite perte de poids et surtout des diarrhées motrices. Donc, comme vous le voyez, cet essai randomisé, c'était toujours en association avec une prise en charge nutritionnelle et une restriction calorique modérée de moins 500 kilocalories par rapport à l'évaluation initiale. Et toutes les études ont les mêmes critères de jugement, c'est-à-dire la perte de poids et la quantité de perte de poids par patient. Et donc, on voit assez bien ici que le liraglutide, la dose de 3 mg, est plus efficace que l'ensemble des autres groupes, le groupe placebo ayant un peu maigri lui aussi, puisqu'il a reçu des méthodes nutritionnelles de perte de poids. Et donc la moyenne est à peu près à 9% au bout de 20 semaines, avec un assez grand nombre de patients, vous voyez 76% qui obtenaient 5% de perte de poids, ce qui est reconnu comme globalement un certain critère d'efficacité. Et puis le succès pondéral en nutrition, c'est 10% maintenu à 1 an. Là, sous liraglutide, c'était moins de 30%. Ce qui était intéressant, c'est qu'ensuite, il y a eu d'autres études avec un traitement plus long sous liraglutide, et vous voyez que globalement, il y a un certain maintien de la perte pondérale. Et la zone grise que vous voyez tout au bout, là, c'est l'arrêt du traitement. Ce qui se passe, on pouvait s'y attendre, les gens reprennent du poids quand on arrête le médicament. Donc en pratique, ce médicament, vous pouvez le prescrire sous le nom de Saxenda.
Ça se passe de la même façon qu'avec le Victoza pour le diabète, avec des montées de doses toutes les semaines. Évidemment, il faut surveiller la tolérance et ne pas monter les doses. On a entendu parler tout à l'heure des gens qui vomissaient mais qui ne voulaient pas le dire parce qu'ils avaient peur qu'on leur arrête le médicament ou qu'on le diminue. Il ne faut pas dénutrir aux patients pour autant. Donc évidemment, l'augmentation de dose est fonction de la tolérance et des apports alimentaires pour éviter toute dénutrition. Voilà. À savoir aussi, ce médicament n'est pas remboursé par la sécurité sociale et ne le sera probablement jamais. Et le prix est environ entre 180 et 250 euros. J'ai marqué par semaine et c'est une erreur, pardon, c'est par mois. Voilà, donc étant donné que l'obésité touche principalement des populations défavorisées, enfin la prévalence en tout cas est beaucoup plus importante, ça rend l'accessibilité de ce traitement un peu compliquée. Mais ça peut être une aide pour certains en tout cas. Évidemment, le médicament phare, c'est le sémaglutide, donné à des doses plus élevées que dans le diabète pour l'obésité. Donc son petit nom, ce sera Wegovy. Donc je vous montre une des études randomisées contrôlées, mais ils ont fait tout un programme et il y en avait au moins 8 des études de ce genre avec différents endpoints. Vous voyez que c'est toujours en association avec une prise en charge nutritionnelle bien conduite. Et donc là, sur un temps relativement long, finalement, on voit 15% de perte de poids à 60 semaines de traitement, avec cette fois presque la majorité des patients, 86% des gens qui atteignent les 5% de perte de poids. Et je pense que la chose intéressante, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont des très bons répondeurs, on ne sait pas encore qui ils sont, mais un tiers des patients atteignaient 20% de perte de poids. C'est à peu près ce qui est attendu après une sleeve, par exemple, au bout d'un an, quoi. Alors évidemment, quand on perd du poids, ils amélioraient aussi, mais c'était des critères secondaires, le tour de taille, l'hémoglobine glyquée, les paramètres métaboliques et la qualité de vie. Et les effets secondaires, c'est les mêmes que ceux qu'on connaît évidemment, mais à des doses importantes, puisqu'on monte jusqu'à 2,4 mg, on a environ 40% de nausées, moitié moins de vomissements, et donc pareil, la titration nécessite de prendre en compte la tolérance du patient et éviter la dénutrition. Alors les patients, ils posent tous la question... Une fois que je commence ce traitement, est-ce que c'est un traitement à vie? On n'a pas de méthode pour répondre encore à cette question, mais on a des données de cette étude-là, où finalement le design, c'était je monte les doses, j'arrive à dose max pour tout le monde, et puis à 20 semaines, certains continuent, d'autres arrêtent le traitement. Je pense qu'il n'y a pas tellement de mystère. En gris, les gens qui ont switché sous placebo, évidemment, reprennent du poids, alors que ceux qui sont en bleu maintiennent le poids perdu. Donc, a priori, j'imagine qu'il faudra garder le traitement sur le long terme. Maintenant, la question qui se pose encore, et je pense qu'on n'a pas la réponse, c'est est-ce que ce sera le maintien de la dose maximale? Est-ce qu'on pourra réduire la dose? Ça, il n'y a pas de données encore. Après, l'obésité, c'est une maladie chronique. Il n'y a aucune raison d'arrêter un médicament pour la tension ou pour le diabète, sauf s'il y a une rémission. Donc, pour les mêmes raisons, ça se justifie sans doute de maintenir le traitement au long cours. Donc, est-ce que ce traitement est disponible? Ça, c'est l'autre question. La réponse n'est pas tout à fait oui. Donc, la Haute Autorité de Santé... Alors, j'ai oublié de vous préciser que tous ces essais randomisés, les critères d'inclusion, c'était IMC 30 ou alors IMC 27 avec des comorbidités métaboliques. Pas forcément un diabète avéré, d'ailleurs. Ils n'étaient pas diabétiques dans ces études. Et la NSM, quand le laboratoire s'est rapproché de la NSM pour obtenir un accès précoce, les décisions de cet accès précoce étaient assez étonnantes, à mon avis, puisque l'indication pour pouvoir prescrire ce médicament, c'était plus de 40 d'IMC avec des comorbidités graves et traitées, donc hypertension artérielle traitée, dyslipidémie, maladie cardiovasculaire établie ou apnée du sommeil traitée. En pratique, des indications pires que celles de la chirurgie bariatrique. Néanmoins, ça nous a donné beaucoup d'air, puisque pendant 1 an, on a pu traiter un certain nombre de patients. Pardon. Donc ça, c'est des données issues de la Haute Autorité de Santé. Ils ont fait le recueil de toutes les personnes qui ont pu recevoir le traitement. C'est-à-dire qu'en France, il y a quand même déjà plus de 3000 personnes qui ont bénéficié de ce traitement par Wegovy. Et le laboratoire s'est engagé à poursuivre le traitement, même si l'ATU a terminé en septembre dernier. Et globalement, la tolérance était plutôt pas mauvaise. Et dans notre expérience, la perte de poids est à peu près similaire chez des patients qui étaient beaucoup plus sévèrement obèses que dans les études et les essais randomisés.
Le point intéressant, c'est que ça fait partie d'une cohorte de recherche où tous les centres qui avaient le droit à l'accès précoce ont relevé des informations, et donc on aura dans le futur la capacité de savoir un peu les effets secondaires en vie réelle et surtout les critères de bonne et mauvaise réponse pour ces patients. Alors il y avait quand même des effets indésirables graves, mais vous voyez que finalement sur 3000 patients, il y a eu 22 événements indésirables graves, ce qui paraît quand même relativement modeste. Et dans le même temps, la Haute Autorité de Santé, en décembre 2022, a donné un avis favorable à la prescription du Wegovy pour les personnes, cette fois, qui n'ont que 35 d'IMC et plus, sans critères de comorbidité associés. Et en revanche, il faut que les patients aient moins de 65 ans. L'objectif, je pense, c'est d'éviter la dénutrition chez les personnes plus âgées. Le point intéressant quand même dans cette... dans ce document, c'est que l'HAS avait donné une SMR5 et demandait en fait les résultats d'efficacité cardiovasculaire et de morbidité cardiovasculaire, en pratique l'étude SELECT qui avait débuté, pour revoir l'indication et donner éventuellement une meilleure SMR, un meilleur remboursement. Et donc, ça tombe bien puisque l'étude SELECT est sortie ce mois-ci, donc c'est tout frais, tout nouveau. Cette fois, vous voyez, les patients dans l'étude, c'est bien plus élevé que le nombre de patients des études pour tester l'efficacité pondérale. On est à plus de 8000 patients dans les deux groupes, toujours à peu près le même profil de patients, c'est-à-dire plus de 27 d'IMC, mais cette fois, c'était de la prévention secondaire. Donc, vous voyez, 68% des patients avaient déjà eu un infarctus et les autres avaient d'autres types de comorbidités cardiovasculaires. C'était des patients qui étaient lourdement traités sur le plan cardiovasculaire, donc vraiment bien traités avec des statines, des antiagrégants plaquettaires, des bêta-bloquants, des IEC et ARA2. Et donc, 77% des patients à la fin de la semaine 104 ont pu avoir la pleine dose de sémaglutide. Et donc, le critère primaire, c'était le pourcentage de patients qui allaient avoir un MACE. Le MACE, c'est un critère composite. Et dans cette étude-là, c'était un critère assez dur puisque c'était la mort par événement cardiovasculaire, l'infarctus non fatal ou l'AVC non fatal. Et les résultats sont quand même, je trouve, plutôt intéressants dans une population qui était certes en prévention secondaire, mais déjà lourdement traitée sur les autres objectifs. Et donc, le sémaglutide réduit de 20% le MACE. Voilà. En revanche, dans cette étude, ils avaient décidé, une fois que le critère primaire était positif, d'aller tester d'autres critères, et en particulier les décès cardiovasculaires d'abord, puis ensuite la récidive d'infarctus, etc. Et en fait, si le MACE au total est significatif avec moins 20% de réduction, il n'y a pas de significativité sur les décès cardiovasculaires. Mais il y a clairement une réduction de la récidive de l'infarctus. Donc ça, c'est pour ce qui existe, et donc on espère que ce traitement va pouvoir enfin tomber dans le soin courant en 2024. Voilà. Et puis, je voulais quand même vous parler de perspectives parce qu'elles sont finalement assez nombreuses. La première est dans le diabète, vous le connaissez, je pense, la forme orale du sémaglutide, mais cette fois-ci à des doses supérieures. Donc, il y a eu un essai randomisé, vous voyez, assez récent en 2023, où pareil, les patients étaient non seulement traités, mais avec des prises en charge nutritionnelles. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est pour ça que je vous le montre, c'est que finalement, la forme orale du traitement est tout aussi efficace que la forme injectable, ce qui permettra peut-être d'ailleurs de réduire les défauts d'approvisionnement ou les problématiques de pénurie. Voilà. Dans mes souvenirs quand même, les effets secondaires étaient quand même assez intenses et le pourcentage de patients qui arrivent aux 50 mg n'était pas forcément si importante, mais en tout cas c'était efficace sur le poids. Et donc ça, c'est juste pour vous dire qu'en même temps que la perte de poids, évidemment, les patients avaient réduit leur tour de taille, avaient amélioré leurs index de pression artérielle systolique et diastolique. Et il y avait sur le dernier graphique, évidemment, une amélioration de l'incidence du prédiabète sous traitement. Alors l'autre chose intéressante dans l'obésité, on a beaucoup travaillé à la physiopathologie dans toutes ces dernières années. Le modèle de chirurgie bariatrique nous a quand même beaucoup aidé aussi à découvrir des hormones
impliqués dans la prise alimentaire. Et je vous montre cette large slide parce qu'en fait, finalement, il y a des développements médicamenteux qui vont aller utiliser d'autres peptides que ceux des analogues du GLP-1. Et donc, il existe maintenant, et qui a été testé aux États-Unis, qui sera sans doute prochainement disponible dans le diabète, le tirzépatide, qui est donc un analogue et du GLP-1 et du GIP. Et donc, pareil, des études. Donc, cette première étude publiée l'an dernier avec différentes doses de tirzépatide en association toujours avec une prise en charge nutritionnelle, avec un critère primaire de jugement qui était toujours le même. Vous voyez ici que alors, le placebo, évidemment, perd un peu de poids et que sous tirzépatide, on a une réduction pondérale intéressante avec près de 20% de perte de poids à la dose maximale de tirzépatide, ce qui survient finalement. Et si on compare un peu, même si on ne peut pas comparer exactement les deux études du SEMA et du TIRZE, mais je vous avais dit que 30% des patients obtenaient les 20% de perte de poids. Vous voyez qu'ici, à la dose maximale, on est près de 65% des patients et qu'il y a même un certain nombre de patients, près d'un tiers, qui obtiennent 25% de perte de poids. Donc là, on est quasi sur une équivalence des moyennes attendues en chirurgie bariatrique. Je voulais juste faire un parallèle parce que finalement, c'est une molécule que vous connaissez sans doute dans les études dans le diabète. C'est efficace sur la glycémie, l'hémoglobine glyquée, c'est efficace sur le poids. Mais en fait, maintenant on le sait bien, le diabète, les personnes qui sont traitées répondent moins bien au traitement en termes de réduction pondérale. Et donc chez les diabétiques, on est plutôt à 10% de perte de poids, alors que dans l'obésité sans diabète, c'est un peu plus efficace. Les effets secondaires, c'est les mêmes que ceux des analogues du GLP-1. Donc vous avez environ 30% de patients qui vont avoir des nausées et 20% des troubles digestifs. Mais finalement, dans cette étude, il y avait assez peu de patients qui arrêtaient le traitement pour effets indésirables graves. Je suis désolée pour cette voix pas possible. Alors ça, c'est la dernière nouveauté qui vient de sortir, le rétutratide, imprononçable, mais qui est cette fois un triple analogue, GLP-1, GIP, glucagon, toujours les mêmes designs, mais je vous les remets pour compréhension. 48 semaines de traitement. Là, l'idée, je pense, c'était de vérifier aussi quelle était la meilleure dose à tester, puisque c'est testé du 1, du 4, du 8 et du 12 mg. L'IMC moyen dans cette étude, finalement, c'était quand même 37 d'IMC. Donc, même si les critères d'inclusion étaient bas, au final, on était quand même sur des patients avec une obésité sévère. Et donc, voilà, tout à l'heure, on était à 20% avec le tirzépatide. Et avec celui-là, on atteint les 24% à 48 semaines de traitement. Et on ne sait pas, là, finalement, si on est déjà au plateau ou si finalement, sur une durée plus longue, soit on maintient cette perte de poids, soit éventuellement même, elle se poursuit. Donc ça, il faut des études évidemment plus longues et confirmatoires. Et donc, encore une fois, je ne souhaite pas faire de comparaison entre des études qui ne sont pas comparables, mais voilà, 83% des patients obtiennent les 15% de perte de poids du sémaglutide, la moitié, 25%, et puis près d'un quart, 30% de perte de poids. Avec évidemment forcément des améliorations métaboliques associées. Et 72% des patients qui avaient un prédiabète reviennent à un état de normoglycémie, mais la perte de poids, on sait que c'est efficace là-dessus. Donc le rétatrutide a aussi été testé dans le diabète et depuis un peu plus longtemps, je pense. Et donc là, c'était juste pour vous montrer un peu le profil de comparaison, mais ça, c'est un peu identique à ce qu'on connaissait déjà. C'est un peu moins efficace en moyenne chez la personne atteinte d'obésité et de diabète. Néanmoins, c'est toujours 15% de perte de poids, donc c'est quand même un résultat tout à fait significatif. Donc la plupart des effets secondaires, ils étaient modérés et ils l'étaient d'autant plus qu'on faisait une escalade thérapeutique progressive, comme on en a discuté tout à l'heure. Alors un dernier médicament en cours de développement, c'est l'amyline, qui est une hormone pancréatique sécrétée par la cellule bêta et qui signaliserait la satiété et qui joue aussi sur les systèmes de récompense hédoniques. Donc, il y a eu plusieurs études. La première a testé seulement le cagrilintide, c'est-à-dire l'amyline, à différentes doses comparées au liraglutide ou au placebo, toujours en association, donc en deuxième intention d'une prise en charge nutritionnelle bien conduite. Et vous voyez que l'amyline seule, on est sur des résultats un peu plus modestes finalement que les autres molécules que je vous ai montrées, environ 10% de perte de poids aux doses maximales. Avec pareil, quand on classe les patients selon la quantité de réponse, finalement la moitié des patients à la dose max obtenaient les 10% de perte de poids. Donc là, il y a peut-être un peu bataille entre l'injection de Saxenda et celle-ci. Néanmoins, finalement,
et c'était plus efficace que le liraglutide, c'était la slide qui était juste ici, quand on compare versus liraglutide. Non, pardon, c'est celle-là. Toutes les doses importantes d'amyline étaient plus importantes, plus intéressantes en termes de réduction pondérale que le lira, avec des effets secondaires qui sont à nouveau digestifs et dans des proportions relativement similaires aux effets précédents. Alors là, on est plus sur des études où c'est des études de phase 1 ou 2, je crois. C'est pour rechercher la dose. Et finalement, c'est assez intéressant puisque c'est le même laboratoire qui a développé l'amyline et le sémaglutide. Et donc là, ils développent un produit en add-on. C'est-à-dire qu'ils ont testé différents groupes d'amyline à différents dosages auxquels ils ont ajouté le sémaglutide qui monte tous à 2,4 mg. Donc finalement, c'était une recherche de dose, donc forcément, ils focus dans cette étude surtout sur les effets secondaires qui étaient toujours gastro-intestinaux et relativement modérés, disent-ils, en termes de sévérité. Après, très prévalents, puisque la moitié d'entre eux avaient quand même des nausées et 25% des vomissements. C'était a priori indépendant de la dose de cagrinatide, puisque les pourcentages étaient relativement similaires, quelle que soit la dose. Alors en termes de résultats d'efficacité, on est à 17% sur la dose maximale, 15% sur le sémaglutide, sur une durée d'étude qui était bien plus courte que l'étude initiale STEP, donc peut-être que sur des durées plus longues, on potentialise l'effet. Et puis, cette dernière étude, toute récente, publiée cette fois chez des personnes diabétiques, donc je me suis dit que ça vous intéresserait quand même si on n'était pas que dans l'obésité. Néanmoins, c'était des patients qui avaient au moins un surpoids, une hémoglobine glyquée pas à l'objectif. Je vous la montre parce qu'il y a quand même des données pondérales, même si le critère primaire de jugement, c'était l'évolution de l'hémoglobine glyquée. Donc vous voyez que c'est un médicament qui sera forcément intéressant dans le métabolisme puisque on arrive à réduire de moins 2,2% l'hémoglobine glyquée et ça fait beaucoup mieux que le sémaglutide ou que l'amyline seule. Et en termes de réduction pondérale, il y avait un changement de poids en pourcentage de 15%, comparé dans ces deux études à 5% et 8,1%. Donc je vous rappelle que là, on est chez des personnes qui sont diabétiques avec une durée d'étude de 32 semaines. Donc on n'est pas du tout encore au plateau et à la dose maximale de perte de poids. Et donc évidemment, il faut tester l'efficacité de cette association chez des personnes qui seront seulement atteintes d'obésité et pas avec le diabète. Donc en conclusion, on a mis de très nombreuses années à connaître un peu mieux la physiopathie de l'obésité, qui a permis d'orienter et de connaître mieux certains peptides qui sont impliqués dans la régulation de la prise alimentaire, de la satiété, qui ont permis le développement d'un certain nombre de molécules, dont certaines ont pu arriver sur le marché. Donc les analogues du GLP-1, c'est eux qui ont l'AMM européenne et française. Ils permettent de perdre du poids, d'améliorer le métabolisme et maintenant ils viennent de démontrer, au moins en prévention secondaire, il y a une erreur sur cette slide, la réduction du MACE. Et puis évidemment, la question qui se pose, c'est si jamais il devient disponible, c'est le prix de ce traitement sur le long terme, bien évidemment. Et les coûts de santé, mais ceci dit, il ne faut pas penser au coût de la molécule seule. Je pense qu'il faut aussi évaluer la réduction de toutes les autres comorbidités, l'amélioration de la qualité de vie, la remise au travail, etc. Et ça, je pense que c'est des études compliquées à faire, mais qui sont absolument nécessaires. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a plein d'autres choses en développement qui nous ouvrent donc des champs thérapeutiques intéressants où on peut discuter soit un médicament, soit la chirurgie qui est plus invasive. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Judith. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci Judith. Est-ce que les effets secondaires type nausées, vomissements, ils s'amenuisent avec le temps ? Oui, dans l'accès précoce, on a vraiment pu tester sur un grand nombre de personnes. On a eu 500 là, qui ont été traitées dans le service. À chaque montée de dose, un peu comme dans le traitement du diabète, il peut y avoir des problématiques. Et puis, ça se stabilise. Après, il y a certaines personnes, je ne sais pas très bien l'expliquer, qui tout d'un coup, alors qu'ils sont à dose max depuis un moment, peuvent à nouveau développer certaines nausées. Là, on fait pareil, une pause et puis on reprend. Alors, pas forcément à 0,25, mais à 1 mg éventuellement. Ouais. Des gens pour qui on a complètement arrêté, c'est très peu. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas eu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ouais. Merci.
Mais encore une fois, hein, bien évaluer les apports alimentaires quand même, parce que les patients qui maigrissent, ils sont toujours très contents d'avoir maigri, même au prix de ne plus rien manger du tout, et donc il ne faut pas non plus les dénutrir. Voilà. Là, on serait contre-productif, ou les rendre sarcopéniques, quoi. Omar Aïssa, merci pour la communication. Faut-il les donner après manger ou avant manger? Les patients sont différents, ce qu'on voit sur le terrain, ou à distance des repas, je veux dire. Non, le sémaglutide, c'est une injection, pardon, j'aurais peut-être dû le préciser, sous-cutanée hebdomadaire, donc ça n'a aucune problématique particulière. Donc on fait l'injection hebdomadaire et ils n'ont aucun effet, que ce soit après le repas ou des effets... Si, ce qu'ils ressentent bien, c'est vraiment une réduction des apports alimentaires parce qu'ils ressentent un rassasiement précoce. Enfin, il faut aussi les éduquer à s'arrêter de manger quand justement ils ressentent cette restriction chimique. D'accord, peu importe avant ou après. Non. Parce que nos patients, quand on le prescrit, ils nous décrivent. Certains ils disent qu'avant manger, je vous parle de quelque chose qui est vraiment pratique, hein. Après manger, avant manger. Après, on a une expérience tout à fait récente, hein, puisqu'on a prescrit ces médicaments-là dans l'obésité que depuis 1 an. Mais non, à mon sens, étant donné que ça a une longue durée d'action, il n'y a pas d'effet particulier du avant ou après manger. Non, là, je n'ai pas précisé, c'est dans le cadre du diabète. Pareil, en fait, je pense qu'à partir du moment où un traitement est injectable 1 fois par semaine, je pense que... Donc, d'accord, et le jour de l'injection, même au début, il n'y a pas Alors, le jour de l'injection, ils peuvent avoir en effet des nausées, surtout s'ils sont en progression de dose, mais ça finit par passer chez la majorité d'entre eux. Et en tout cas, très peu sont les patients qui veulent arrêter ou qui râlent si on veut diminuer les doses parce qu'ils ont maigri et que c'est efficace. Certains nous décrivent des nausées, des choses comme ça, soit avant, soit après, mais peut-être c'est un peu subjectif, entre guillemets. Alors, il y a des parce patients qu'on leur rappelait qui... des effets secondaires, c'est ça? C'est l'effet secondaire principal de toutes ces molécules, mais du fait de leur mécanisme d'action. Ça ralentit la vidange gastrique. Donc, c'est très bien de m'avoir fait parler après, Franck, sur la gastroparésie, parce que c'est précisément ce qu'on est en train d'induire, plus ou moins. Enfin, c'est pas pathologique, mais donc, en effet, le but, c'est quand même de réduire ce volume, mais il faut entendre quand même ces signaux, et c'est aussi pour ça que c'est une deuxième intention, après avoir pris en charge le patient sur le plan nutritionnel, revenir sur « je mange parce que j'ai faim, je m'arrête quand je suis rassasié et je ne l'ai pas dépassé », c'est indispensable avant de mettre ce type de molécule qui joue précisément sur ces signaux-là. Moi, j'ai une question, mais vraiment de néophyte. Quand tu as parlé des recos, là, il y a l'obésité classée en sévérité de 1A à 3B, avec le patient au milieu, c'est-à-dire que c'est plus seulement l'IMC ou c'est quand même l'IMC? Non, je n'ai pas parlé de ça parce que ça faisait déjà 8 mois. Non, la classification, on s'est basé sur les recos canadiennes et en tout cas sur ces classifications qui existaient déjà. Et on prend en compte non seulement l'IMC, mais 6 autres paramètres. La sévérité du retentissement médical, du retentissement fonctionnel, l'existence de troubles psychologiques, que ce soit la cause ou la conséquence, parce que les traitements, on sait que ça induit une prise de poids. L'hyperphagie boulimique quand elle existe, ça les classe dans les sévérités plus importantes. L'étiologie, principalement quand c'est des étiologies secondaires, syndromiques, etc. Et puis le nombre de yo-yo pondéraux ou d'échecs dans la vie, parce qu'on sait que ça, c'est aussi associé à une moindre réduction pondérale par la suite. Ok, et ça, c'est nouveau de 2022 Ouais. Avant, c'était toujours la classification IMC. IMC tour de taille, ce qui, dans l'obésité sévère, n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs. Mais ok, non, c'est bien. Et moi, Judith, j'ai une question sur, justement, tu as parlé psychologique, et est-ce que tu as des données sur l'effet, parce qu'il y a eu des médicaments pour l'obésité, dont certains qui ont été arrêtés parce qu'il y a augmentation du risque suicidaire. Est-ce que justement, tu as des données là-dessus dans ces sémaglutide chez les patients obèses et le risque suicidaire? On a tous entendu parler, il me semble, cet été, de 3 cas, il me semble. Ouais. Vas-y, raconte. Mais c'était dans le diabète, c'était pas dans l'obésité. Je suis heureuse de vous apprendre quelque chose. Si, il y a eu un signal fort, et pour lequel 3 patients sous traitement par analogue du GLP-1 ont fait des tentatives de suicide, ou même ont réussi à se suicider d'ailleurs. Et la FDA s'est emparée de ce sujet et poursuit la surveillance, mais c'était dans le diabète, pas dans l'obésité. Il n'y a rien dans l'obésité. Après, dans l'obésité, que ce soit là sur les études dont je vous ai montré, non, il n'y a rien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien vraiment? Oui. On est sur des petits nombres. On est sur des durées de suivi maximales de 3 ans. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signal fort là-dessus. Voilà. Après, je trouve que l'étude la plus intéressante pour répondre à ta question, c'est l'étude de prévention secondaire, où il y a quand même eu 8000 patients traités.
Il y aura aussi l'étude qui sera issue de l'accès précoce, où on a 8000 patients traités en France, pour voir si on a des signaux là-dessus. Mais pour l'instant, on ne nous a pas remonté de signaux particuliers. Après, je pense qu'investiguer un patient et savoir à quel point il a une hyperphagie boulimie, c'est-à-dire qu'il mange parce qu'il ne va pas bien, et vous lui mettez un traitement comme ça, il ne mange plus et il va peut-être encore plus mal. Donc, franchement, c'est un point à évaluer avant de débuter ce traitement, absolument. Et ce n'est pas une première intention, le traitement, avant d'avoir pris en charge l'hyperphagie boulimie. Et je pense que c'est peut-être sous-évalué. Enfin, nous, on commence à être un peu meilleur dans son dépistage. Je pense quand même que ça doit concerner aussi un certain nombre de patients atteints de diabète et pas forcément avec des obésités sévères. Je vous remercie. Vous étiez assez nombreux pour ce dernier tour. Merci beaucoup.